que nous avons le plaisir d'entamer cette journée avec une communication de Jean-François Ray, qui est professeur honoraire à l'Université d'Artois. Et donc, je lui laisse la parole tout de suite pour une communication qui est intitulée « Présence et représentation ». Merci. Alors, le substantif « présence » est rarement employé par Lévinas. Il l'était, ce substantif, par d'autres que lui, dans le contexte des premières traductions de Heidegger. Dasein était alors, aujourd'hui qu'on ne traduit plus aujourd'hui, Dasein était alors traduit par la présence, notamment dans la traduction partielle de Sein und Zeit par Adolphe Boehm et Alphonse de Wallace. On en retrouve la trace chez Jaspers, chez Gabriel Marcel ou dans les premiers écrits de Paul Ricoeur. Pour Lévinas, c'est l'existant qui, par exemple, dans De l'existence et l'existant, tient lieu de présence. Avec le mot présent et le mot représentation, la présence joue un rôle qui permet, par comparaison, d'apprécier ce qu'il en est de la représentation pour Lévinas, en contrepoint de ce qu'il développe dans Totalité infinie et dans La réalité et son ombre. La figure de ce contrepoint ici sera celle d'Henri Maldinet, notamment dans l'article intitulé Psychose et présence, repris, c'est le premier chapitre, dans Penser l'homme et la folie. Cette confrontation permettra surtout d'étudier la conception proprement lévinassienne de la représentation, pour conclure sur une perspective à la fois éthique et esthétique du visage, du regard, épiphanie et autophanie, restituée dans la pleine lumière d'une phénoménologie de la présence. Au premier point, donc, présence et présent. Il n'y aurait pas de présence si on ne parlait pas d'être au monde. En dehors de la structure moi-monde, la présence serait le pur fait d'être là, dont on constate empiriquement la présence ou au contraire l'absence. Alors que l'existence depuis Kant est définie comme l'absolue position d'une chose, la phénoménologie depuis Husserl et surtout depuis Heidegger radicalise cette position comme étant à la fois distincte de la relation sujet-objet et pensée en termes d'ouverture. Ouverture de l'espace, celui-ci étant davantage un espace habité qu'un espace arpenté, relevant de la géométrie. Mais aussi ouverture sur le temps, et bien entendu, ouverture sur l'avenir. La présence, c'est l'être présent à, comme être au monde. Mais c'est aussi étymologiquement, en latin, praesens, c'est-à-dire en devancement par rapport au maintenant, déjà engagé dans le futur, proche ou lointain, se tenant au devant de soi. Maldinet y rajoute une notion de projet. Heidegger parlait d'Entwurf, dans lequel on entend le mot werfen, jeter. Verbe radical, où on retrouve aussi la Geworfenheit, c'est le premier moment, c'est l'être jeté, c'est l'arbitraire de la naissance, etc. Et enfin du Verfallen, la chute ou la déchéance. Enfin, le projet à partir du présent comporte une part de préoccupation, de souci et d'ébauche d'organisation que rend Maldinet quand il traduit présence par à dessein de soi, dans lequel il y a le mot dessein, donc de quelque chose de maturé. Il s'agit de continuer à exister, de maintenir ouvert le ex de exister. Le présent n'est donc pas purement un temps de position, de récapitulation de soi-même, mais ne se conçoit que comme penché sur l'avenir proche, largement déterminé par l'affairement de la vie quotidienne. Toutefois, il peut y avoir un présent sans projet, ou comme dans la mélancolie, au sens psychiatrique de psychose maniaco-dépressive, il n'y a qu'un présent impossible, rivé au passé, comme ce qui aurait pu être, mais qui détermine implacablement le fait d'en être là aujourd'hui. Un tel présent, enchaîné au passé, perpétuellement ressaisi en auto-reproche et définitivement accompli, est un présent impossible, cette expression est de Maldinet, et par là une existence à l'impossible. Être présent dans ce sens renvoie à l'être rivé des premiers écrits de Lévinas, en particulier de l'évasion et de l'existence à l'existant. Il n'est pas jusqu'à la lourdeur du corps et de l'humeur qui ne concourt à ce présent impossible. Je rappelle par exemple qu'en allemand, un des noms de la dépression, c'est dit précisément Schwermut, dans lequel on entend schwer, lourd. Restituer
au présent mélancolique une dimension d'avenir, c'est l'ouvrir en esquissant avec le patient un projet, mais aussi en pratiquant par la parole et le vivre avec une sorte de greffe d'ouvert. Je m'expliquerai là-dessus tout à l'heure. Être présent dans l'ouverture, mieux que devant l'ouvert, qui introduirait la notion de possible ou de résolution, être présent dans l'ouverture, c'est retrouver un sens du présent qui ne se clôt pas sur lui-même et ne se laisse pas réduire à une fine pointe du temps, ce temps-ci, le pur maintenant. Le mélancolique, enfermé sur lui-même, peut être compris soit comme étant dans une faille de la vie intentionnelle, pour parler comme Husserl, soit dans une faille de l'être au monde, pour parler comme Heidegger. Une chose est sûre, pour le dire encore une fois avec Maldinet, dans la dépression mélancolique, le moi qui s'invoque lui-même tente de se convoquer non pas en présence, mais en représentation. Fin de citation. Maldinet ajoute que la conversion de la présence en représentation caractérise toutes les psychoses. Elle s'accompagne du passage de la zu on the night, c'est-à-dire de l'être à la main, sous la main, à la for on the night, c'est-à-dire à l'être devant, ou comme devant la main, ou devant soi, ou comme le traduit parfois Maldinet, en vitrine. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Et cette conversion s'accompagne aussi d'un passage de la communication à l'objectivation. Cette conversion de la présence en représentation est donc avant tout un passage à l'abstraction. L'abstraction du présent, c'est le maintenant, compris dans les termes de Hegel dans le premier chapitre de la phénoménologie de l'esprit. Il faut donc se situer au départ de l'Odyssée de la conscience. Ce départ, c'est le moment de la certitude sensible. Je cite Hegel, dans la traduction de Jean Hippolyte, « De ce qu'elle sait, elle exprime seulement ceci, il est, et sa vérité contient seulement l'être de la chose. » Fin de citation. La chose est simplement parce qu'elle est. Elle est, c'est là, pour le savoir sensible, l'essentiel. Ce pur être, en cette pure immédiateté, constitue sa vérité. Toute la phénoménologie de l'existence doit s'expliquer avec ce faux départ de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Cette réduction de la certitude sensible au pur vide d'un, je cite, pur celui-ci sachant un pur ceci, puis une citation, eh bien cette réduction est une disqualification du sentir enfermé dans un celui-ci, ici, maintenant, sans aucune détermination concrète de visage ou de parole. Le maintenant n'est pas le présent. Il convient aussi bien, le maintenant, au midi qu'à minuit. Mais ni midi ni minuit ne se maintient ni ne se transporte. Qu'on nous montre ce maintenant-ci, dit Hegel, il a déjà disparu quand on le montre. Fin de citation. Mais en même temps, il se maintient en tant qu'il n'est ni midi ni minuit, pure négation de toutes les heures singulières. Ce qui fait tenir le maintenant, c'est la parole qui n'est pas du temps et qui n'est pas du sentir. Ainsi s'exprime Maldinet. Avec le maintenant, c'est le présent de la présence qui a dans la parole son espace de jeu. Mais c'est une abstraction. Tout instant, que dit le maintenant, est un instant en général, autrement dit une représentation, qui n'est en aucun cas la vérité du présent de la présence, ni d'ailleurs son rejet ou sa réfutation. Dans la représentation, nous sommes en face, ce que dit l'allemand, Vorstellung, le présent ne peut être représenté car il n'a pas l'abstraction du maintenant. Qu'est-ce en effet que le présent, toujours articulé au passé et à l'avenir, protension ou rétention? Il est le temps de l'origine, du jaillissement originaire, en allemand Ursprung. Ce bond primordial ouvre un lieu de présence. Avec lui, c'est le temps qui unit et sépare, et non plus la parole, comme pour Hegel. En outre, ce présent n'a pas la permanence du maintenant, qui se maintient identique dans son abstraction, qu'il soit midi ou midi. Il se conserve, dit Hegel à propos du maintenant. Mais du présent, on ne dit pas qu'il se conserve. Ce qui se conserve, c'est la représentation du maintenant. Le présent ne conserve pas, il ouvre. Au temps vide du maintenant répond l'espace neutre du ici. Ni le lieu où je suis présent, ni le présent où j'ai lieu, écrit Maldinet, ne sont des places à louer pour le spectacle de l'univers.
Ce reproche d'abstraction vis-à-vis du présent est un argument pour contester la pauvreté initiale de la certitude sensible chez Hegel. Et on comprend bien pourquoi il est essentiel pour Maldinet de combattre cet argument alors qu'il voulait ancrer l'existence dans le sentir. Mais telle n'est pas la tâche de Lévinas. Lévinas ne cherche pas à déformaliser l'abstraction hegelienne du maintenant pour retrouver un présent originaire à chaque fois nouveau. En revanche, Lévinas se retrouve tout à fait dans la position d'être présent à quelqu'un ou quelque chose, comme une adresse, une interpellation, une sollicitation. Être présent pour Lévinas, c'est énoncer sa présence comme « me voici ». Telle est la voie éthique immédiate. Être présent, c'est répondre en se représentant. Y a-t-il pour autant chez Lévinas une critique de la représentation à partir du présent originaire? Y a-t-il même un discrédit de la représentation, un soupçon à son égard? Je propose d'examiner ça dans la deuxième partie, Lévinas et la représentation. Alors, chez Lévinas aussi, il y a un autre de la représentation. Au niveau de totalité infinie sur lequel je m'arrêterai maintenant, cet autre, c'est la jouissance, telle qu'elle a son lieu dans la demeure et dans la possession. La sensibilité lévinassienne occupe ici la même position que le sentir chez Maldinet. Dans le cas de Lévinas, aborder la représentation, c'est, je cite, déraciner, c'est la déraciner, la détacher de ses sources. Ainsi coupée de ses racines sensorielles ou sensibles, la représentation prend ses distances avec la jouissance, qui est intentionnelle. Jouir, c'est jouir de. Bon. Mais pour Lévinas, il s'agit d'aller plus loin. La représentation prend la direction opposée de la jouissance, sans toutefois cesser d'être nourrie par la sensibilité. Dans Totalité infinie, Lévinas éprouve le besoin de ramener son problème de la représentation dans le schème de l'intentionnalité husserlienne, la corrélation noético-noématique. Lévinas distingue l'objet de la représentation, le noème, de l'acte de la représentation, la noèse. Lévinas y voit l'essentiel et le plus fécond de la phénoménologie inaugurée par Husserl. Il la loue d'ailleurs de nous avoir débarrassé de l'atomisme psychologique pour lequel se représenter quelque chose, c'est l'avoir comme contenu dans, entre guillemets, la conscience. Ce que ce dans, cet intérieur peut avoir de faux, est en quelque sorte induit par sa vraisemblance. La force de l'image mentale repose en partie sur la clarté et la distinction cartésienne. Tel l'objet se donne en quelque sorte depuis l'extérieur, tel il apparaît pourtant comme l'œuvre même de la pensée. Lévinas reprend à Descartes l'idée de lumière et d'intelligibilité. Je cite Lévinas dans Totalité infinie. L'intelligible, c'est précisément ce qui se réduit entièrement au noème et dont tous les rapports avec l'intelligence se réduisent à ceux qu'instaure la lumière. Ainsi armé de l'intentionnalité husserlienne, Lévinas retrouve Descartes en assimilant intelligibilité à représentation, la représentation devenant l'événement privilégié de l'intentionnalité. Cette assimilation n'est pas sans conséquence. Le moi cesse d'être opposé au non-moi. La représentation est l'exercice libre du même, dit Lévinas, qui le définit comme le signe même de la vérité. Le poids de l'objet dans la représentation détermine le pensant sans peser sur lui, sans le toucher, dit Lévinas. Il n'y a pas d'affection du pensant dans la représentation. Ou encore, Lévinas a cette formule qui dissocie complètement la représentation du sentir, ou encore de ce qu'on pourrait appeler le pathique, si l'on veut explorer une autre branche de la phénoménologie. Lévinas le dit dans ces termes: la représentation ne comporte aucune passivité. L'activité du présent ne semble pas mobiliser une autre couche de la conscience, la synthèse passive par exemple. Loin d'opposer représentation à présent, Lévinas affirme que la représentation est pur présent. Représenter, se représenter, ce n'est pas rendre présent une deuxième fois. Le présent n'a pas d'attache, même tangentielle avec le temps. Pour Lévinas, il est la merveille de la représentation.
Nous vieillissons, nous sommes soumis au temps, mais la représentation n'est affectée en rien par le passage du temps. Elle jouit d'un statut de quasi-éternité, mais pas d'un statut d'inconditionné. La représentation n'est pas une conduite non conditionnée. Certes, la représentation est bien déracinée, mais elle est en rupture avec une intentionnalité qui dirait d'un sujet par rapport à un objet ou d'un sujet à l'autre. Cette intentionnalité nouvelle donc aussi par rapport à Husserl, apparaît quand l'autre visé par l'intentionnalité n'est plus une pure représentation, mais autrui. Lévinas formule ainsi la nouvelle intentionnalité. La structure de la représentation comme détermination non réciproque de l'autre par le même est précisément le fait pour le même d'être présent, pour l'autre d'être présent au même. Fin de citation. Lévinas définit la représentation comme le redoublement du présent, mais vu du côté du soi. Rester le même, c'est se représenter. Comme pour Kant, pour qui le « je pense » accompagne toutes nos représentations, Lévinas dit du « je pense » qu'il est la pulsation de la pensée raisonnable. La pulsation n'est pas le rythme, mais le fond sur lequel se détache un rythme. On songe évidemment à la musique, et c'est bien là que Lévinas nous amène. Le sujet pensant écoute la pensée, dont l'élément n'est plus désormais la lumière, ce qu'il était pour Descartes, mais plutôt pour Lévinas, le son. C'est pour mieux souligner la spontanéité du sujet, sa surprise, que Lévinas fait appel à l'ouïe et au son comme l'élément de la pensée. Génialité créatrice de la représentation. Mais, vu du côté du représenté, la représentation est entièrement adéquate à l'intelligible. Je cite Lévinas, « Être intelligible, c'est être représenté et par là même être a priori ». Fin de citation. La réduction au même que produit la représentation n'est pas rejetée comme le triomphe du même sur l'autre, elle est au contraire célébrée comme identité totale de la pensée pensante avec la réalité qui devait la nier. La représentation pour Lévinas n'est pas, comme pour Maltinet, la menace de réification d'un présent originaire. Elle reste, la représentation, au niveau de totalité infinie, la célébration même du présent. Dans la représentation, le présent prend consistance et dignité, non pas pour saluer la puissance d'abstraction de la représentation, sa généralité de substantif, mais pour rassembler ce qui, indépendant de la représentation, soumis à l'écoutement du temps, devient à la fois idéal et instantané. En cela, la représentation est constituante, tout à l'opposé de l'intentionnalité de la jouissance qui retourne en quelque sorte la représentation en vie. On se représente quelque chose, mais on vit de quelque chose. Le paradigme de l'alimentation supplante le schème de la constitution. Autrement dit, la représentation pour Lévinas n'est pas réductrice. Elle n'est pas ce qui fiche l'élan retenu du présent, comme pour Maldinet, mais, dit Lévinas, la part de vérité éternelle dévoilée par l'intentionnalité objectivante. Seule la jouissance, conçue à partir de l'alimentation, du milieu, de l'élément dont le vivant se nourrit, manifeste un autre modèle d'intentionnalité. Et par là, la jouissance et l'alimentation font voir que l'être pensant, font voir que le monde, avant d'être monde représenté, est un monde dont je vis. C'est du centre de l'être pensant que part l'objectivation, mais c'est l'excentricité du monde par rapport à lui qui garantit la source et l'élément de la jouissance. Ce que je me représente est la même chose que ce dont je me nourris. Ce qui supporte et nourrit mon activité, en cela déjà là, c'est du déjà fait, du déjà passé. Lévinas appelle présent ou fait, ce que je trouve déjà là dans le monde, d'où je tire ma subsistance. Mais en aucun cas, le monde de la jouissance ne doit être tenu pour le corrélatif de la représentation. Le séjour dans le monde précède la connaissance du monde. Séjournant dans le monde, nous y sommes auprès des choses et non pas des objets. La chose est à l'objet
ce que le non thématique est aux thématiques. Objet, c'est être jeté en face, comme des objections. L'objet répond, dit de son côté Maldinet, à une perception objectivante. Ce qui est éprouvé comme chose va être représenté, objectivé. Or, nous n'avons pas avec la chose un rapport objectivant. Le monde des choses précède leur cristallisation en objet. Ce monde des choses est un carrefour de phénomènes, de présences rayonnantes. Pour Maldinet, c'est la peinture, en particulier celle de Cézanne, qui permet d'approcher le monde des choses en deçà du monde des objets. Mais qu'en est-il pour Lévinas? Je cite. « Les choses dans la jouissance ne s'abîment pas dans la finalité technique qui les organise en système. » Fin de citation. C'est dans Totalité infinie. « Les choses se donnent dans un milieu où on les prend, » ajoute Lévinas. En introduisant l'intentionnalité dans la jouissance, Lévinas a contourné l'objectivation que dénonce Maldinet. À l'espace de la représentation, Lévinas surajoute l'élémental dans lequel, pour jouir des choses, il est nécessaire d'avoir des outils. Pour Lévinas, tout objet se propose à la jouissance. Cela mérite commentaire. Tout objet n'est pas une réduction des choses. Il est des objets qui ont une finalité d'ustensile, Zeug en allemand. Ces objets ustensiles sont au service de nos besoins. Je cite Lévinas. En tant que matériel ou attirail, les objets d'usage courant se subordonnent à la jouissance, le briquet à la cigarette qu'on fume, la fourchette à la nourriture, la coupe aux lèvres. Fin de citation. Les choses, poursuit Lévinas, se réfèrent à ma jouissance. Les ustensiles les plus triviaux deviennent des choses familières auxquelles la poésie peut redonner une épaisseur de concrétude surprenante, comme par exemple chez Francis Ponge. La savonnette, etc. Au stade de la jouissance, les choses ustensiles s'effacent devant leur finalité, ma jouissance. Même les outils deviennent, pour Lévinas, objets de jouissance. Mais c'est dans un autre texte que Lévinas développe une réflexion approfondie sur nos objets d'usage. Il s'agit de l'article de 1981, interdit de la représentation et droits de l'homme. Lévinas y retrace la généalogie depuis Husserl de ce qui va devenir chez Heidegger, dans Sein und Zeit, la distinction que je faisais tout à l'heure entre zu Handelheit et Vorhandelheit. Les choses à la main sont par exemple mes outils, ce dont je me sers pour certaines tâches. Bergson disait « reconnaître un objet, c'est savoir s'en servir ». Mais là où Maldinet voit dans le Vorhanden l'objectivation par excellence, en vitrine, l'objectivation de ce qui est devant moi, là, je peux d'ailleurs mettre en vitrine au musée des objets, des outils, mais des outils anciens ou exotiques qui, de ce fait, sont déchus de leur ustensilité et rendus à une perception esthétique. Lévinas, de son côté, voit bien plus loin encore une dimension éthique. Celle-ci l'a encouragé, dit-il, à réfléchir sur une pensée libérée de la pure représentation. C'est Lévinas qui parle. Bien avant, ajoute-t-il, d'avoir une connaissance familière des enseignements de Martin Buber et de Gabriel Marcel, là encore, c'est Lévinas qui parle. Mais dans la mesure où toute chose n'est pas de l'ordre de l'instrument, ni seulement exposée en vitrine, il faut désormais interroger le lien entre les deux discours, esthétique et éthique, que Lévinas distingue, ce qui permet de nourrir autrui, l'outil, d'une part, et d'autre part, donc la pensée de l'outil, ce qui permet de nourrir autrui, est le produit, je cite, de la sécularisation de la transcendance, qui passe de la contemplation du ciel étoilé à la fin des hommes. Je fais référence ici à l'article Sécularisation et fin, FAIM, que vous pouvez retrouver dans le cahier de Lerne sur Lévinas. D'autre part, l'œuvre artistique, a priori étrangère, sauf à être détournée à des fins politiques, est rapportée aux premiers besoins.
Donc ma troisième partie sera consacrée au rapport entre éthique et esthétique. Il ne faut pas redire un peu bêtement qu'il y a le pain et les roses et introduire une hiérarchie entre les besoins premiers et les autres, hiérarchie qu'on peut renverser tout aussi légitimement dans un sens ou dans un autre. En recourant avec une infinie prudence au fameux interdit de la représentation, par lequel on fait souvent, en toute méconnaissance de cause, une prescription religieuse anti-esthétique, moralisante, voire obscurantiste, on trouve chez Lévinas une formulation nuancée, interdit limité à certaines images bien précises, et surtout une inscription dans son paysage propre de Lévinas, du sacré au saint et, autre expression de Lévinas, de l'utile au gracieux. Fin de citation. En apparence, Lévinas revient sur la problématique contempler, nourrir ceux qui ont faim. La représentation manifeste une modalité de s'offrir, voire de se livrer à la pensée, régime spéculatif d'une oblativité intellectuelle. Mais ce faisant, la représentation négligerait une autre modalité du don de soi, s'offrir à des mains qui se tendent. Dans une perspective apologétique pour la phénoménologie, Lévinas affirme bien sûr que celle-ci, la phénoménologie, ne peut passer à côté des mains qui se tendent. Aux mains qui se tendent, Lévinas fait pendant avec la prise en main. C'est une des rares occasions où Lévinas pointe le prendre dans le comprendre, le prendre pour vrai, du Wahrnehmen, la perception, complicité du voir et du prendre. Mais il s'agit plus d'une violence faite aux êtres que d'une mise en réseau et à disposition du penser et de ce qui est à la mesure de la pensée. Être pris et mesuré, c'est le sens de l'immanence. Mais c'est aussi le sort de ce qui est à la mesure de la pensée, c'est-à-dire de ce qui nie la démesure d'une cogitatio par rapport au cogito, plus grande que lui, transcendance irréductible. Se satisfaire de sa prise, c'est le contenu de l'athéisme. Qu'il corresponde à une sécularisation, c'est déjà établi. Mais que l'on puisse étendre à toute cette prise et à cette satisfaction, athéisme avec bonne conscience et satisfaction intellectuelle, jusqu'au visage d'autrui et son unicité, voilà qui est intolérable. L'image est cette représentation qui ne recule devant aucun des artifices par lesquels on emprisonne un visage dans des formes qui, même si elles ont un rendu extraordinaire et émouvant, figent la plasticité des expressions du visage. Portrait égale idole inanimée qui ressemble à l'image, qui ressemble au visage, pardon. La transgression serait moins d'idolâtrer la réalité au point de vouloir la rendre en laissant croire qu'on l'a recueillie telle qu'elle elle-même, que d'oublier l'unicité d'autrui. Il s'agit moins là, croyons-nous, d'une disqualification de l'art que d'une ouverture de la représentation, d'un éclatement que le mouvement même de l'art, au cours des 2 derniers siècles, a poursuivi. Je n'arrive même pas à y voir un préjugé contre l'esthétique, contre une vision esthétique de la vie humaine, de l'histoire, du réel, caricature en ce sens, et le mot caricature, on l'a déjà vu hier, revient sans cesse sous la plume de Lévinas. De la même façon qu'il y a une réduction insupportable associée à la vision politique du monde. Certainement, il y a sans doute chez Lévinas une méfiance simultanée vis-à-vis du jugement de goût et du tribunal de l'histoire. Voir ce qu'il dit de 68 dans un texte comme d'une révélation dans une caricature. L'accueil du visage d'autrui commande de remettre à leur place ses prétentions. Il ne faut pas pour autant manifester trop d'étroitesse d'esprit. L'image n'est pas seulement le portrait dont le visage serait la réalité éthique. C'est toute la réalité qui est concernée. Je cite Lévinas. Si l'art consiste à substituer l'image à l'être, l'élément esthétique est, conformément à son étymologie, la sensation. Aesthésis, sensation, sensible, à donner esthétique. Cette phrase que je viens de citer est importante car elle ne se situe plus sur le plan de l'esthétique artistique,
régie par l'indétermination du jugement de goût, mais sur le plan de l'esthétique sensible qui relève précisément de l'aesthesis. Mais aussitôt, Lévinas s'attache aux objets esthétiques, les tableaux, les statues, les poèmes, comme s'il lui importait plus de se tenir du côté de la culture instituée que du côté du sentir, plus du côté de l'image que de la touche pathique. Y aurait-il chez Lévinas aussi une méconnaissance du sentir? À une représentation déracinée fait écho une réalité désincarnée. Je cite Lévinas, « La désincarnation de la réalité par l'image n'équivaut pas à une simple diminution de degré, elle ressort d'une dimension ontologique qui ne s'étend pas entre nous et une réalité à saisir, mais là où le commerce avec la réalité est un rythme, écrit Lévinas. C'est dans la réalité et son ombre. Lévinas ne nie pourtant pas la valeur de la sensation, ni sa localisation, inaccessible à l'introspection, dit-il. Il n'est pas dupe des ambiguïtés de la sensation et ne cherche pas à se réfugier dans un associationnisme déjà réfuté. L'associationnisme est une théorie de la fin du XIXe siècle concernant les sensations. Pour Lévinas, la sensation n'est pas un résidu de la perception, je cite. Lévinas est trop phénoménologue pour réintroduire quelque chose comme de l'intellectualisme. Il y a anonyme et grouillant, n'est-il pas encore dans la sphère du sentir, en ce sens pré-prédicatif, antérieur à la perception. Mais alors que pour Maldinet, par exemple, l'Ilia est une surprise, un événement, chez Lévinas, c'est l'assomption de l'hypostase qui permet de sortir du malaise. Or, Lévinas, dans le même article, réduit immédiatement la sensation à l'image. Quelle est la fonction de la sensation? Réponse de Lévinas, l'emprise qu'exerce sur nous l'image, l'emprise. Comment caractérise-t-il cette fonction? Par le rythme. Définir l'image par le rythme, ce serait entrer dans l'esthétique par la grande porte. Comme le fait Maldinet, par exemple, pour qui le rythme est ce qui engendre l'espace pictural, ce qui le travaille et nous fait communiquer avec lui, qui nous fait être en lui. Mais tout se passe comme si ce qui est positif pour Maldinet suscitait un mouvement de recul chez Lévinas. Je cite Lévinas, « Le rythme indique la façon dont l'ordre poétique nous affecte. » Fin de citation. Le sujet est saisi, emporté, il fait, dit Lévinas, partie de sa propre représentation. Mais on voit bien que cet emportement est une menace de dislocation du soi, comme un passage de soi à l'anonymat, dit encore Lévinas. Retour à l'Ilia, sur le fond duquel le soi s'était émancipé. D'où une profonde défiance. L'image, dit Lévinas, est entraînante. Distincte aussi bien du conscient que de l'inconscient, elle exerce un pouvoir dont Lévinas nous dit qu'il entraîne un oubli de la réalité, se substitue à elle. La réalité sera toujours en excès sur son ombre, et si Lévinas dit magnifiquement que l'art moderne laisse voir les nippes de la réalité, j'adore cette expression, les nippes de la réalité, on devrait pourtant regretter l'usage exorbitant fait ici du concept d'image. Le rythme en peinture, par exemple, n'engendre pas une image, mais une forme. Une forme en formation envoie d'elle-même, je vous renvoie à ce que Paul Klee, d'une part, appelle la Gestaltung, la formation d'une forme, et ce qu'en dit ce psychiatre qui collectionnait les dessins de ses patients, Hans Pritshorn. L'image n'est pas le schème et le rythme ne disparaît pas derrière l'espace de la représentation. Lévinas reproche à l'art de substituer l'image à l'être, mais il ne voit pas que l'art déborde largement l'image. Lévinas, à mon avis, manque de la réalité de l'art de manière aussi grandiose que Hegel manque le sentir. Pourtant, il y a de nombreuses suggestions dans la réalité et son ombre, comme celle, par exemple, qui recommande de partir de la phénoménologie du tableau pour comprendre l'image et non l'inverse. Une dimension essentielle est également pointée et simultanément manquée lorsque Lévinas affirme, je cite, que toute image est en fin de compte plastique et que toute œuvre d'art est en fin de compte une statue. Fin de citation.
L'exister de la statue est un semblant de l'exister de l'être, dit Lévinas. Non seulement Lévinas ne voit pas que ce semblant, je cite, est animé de rythme, comme le laocoon qu'il évoque, mais surtout il oppose la statue, réduite à un instant immobile. Je cite Lévinas, à l'intérieur de la vie, ou plutôt de la mort de la statue, l'instant dure indéfiniment, on a déjà cité cette phrase hier, éternellement Laocoon sera pris dans l'étreinte des serpents, éternellement la Joconde sourira. Il s'agit pour Lévinas d'un instant non articulé à l'avenir, non penché, non tendu vers l'instant qui vient, à l'instant qui suit, en ce sens non présent, privé de son évanescence. Mais le présent ne fait pas que passer, la perte par le présent de son ouverture à l'avenir signe son impuissance. L'instant de la statue ou le flottement intemporel du sourire de la Joconde sont rapportés à la dimension pratique du présent. S'il n'ouvre pas sur l'action, l'affairement, le projet, le présent n'est plus qu'impersonnel et anonyme, ce qui nous renvoie du côté de l'IA et du neutre. Pourtant, je terminerai là-dessus, il y a un autre biais, un autre chemin qui va de la statue au visage, sans nier la statue. Répondant à une question après un exposé très documenté, Maldinet dit de regard qu'il n'est pas un attribut du visage, mais que le visage est l'air, AIRE, du regard. Dans la statuaire, le regard n'émane pas des yeux, il émane aussi bien des joues, du front, de toute la face. Et juste avant de développer son profond accord avec Lévinas sur l'altérité et le visage, Maldinet salue cette expression de présence qui ouvre dans la pierre le là d'un existant. Fin de citation. Et qui, ajoute-t-il, appelle la forme d'une présence que peut être, entre autres et éminemment, un visage. Mais avant cet accord revendiqué avec Lévinas, et il y en a donc nombreux dans l'œuvre jusqu'ici publiée de Maldinet, il faut repartir de la statuaire. Une sculpture n'est pas qu'un conglomérat de pierres, du moins tant qu'on n'a pas fait d'un agrégat fortuit une installation, comme on dit aujourd'hui, dont seule l'étiquette performative nous dira que c'est de l'art. Mais en présence d'une sculpture telle que les civilisations anciennes ou modernes nous les donnent à voir, nous sommes contraints à la façon dont la statue nous impose sa frontalité, alors que d'un tas de pierres, on peut toujours faire le tour et multiplier les perspectives qu'on prend sur lui. Cette frontalité se donne à partir d'un arrière-plan qui n'existe pas, sauf à être le contemporain de l'ensemble des formes. En présence d'une statue vue à partir de la place que j'occupe, puis cette autre où je me déplace, il y a toujours une expression. Et celle-ci est expressive pour toutes les places à partir desquelles je l'observe. Il y a une unité d'expression qu'on peut appeler figurale, et, dit Maldinet, c'est précisément ce que fait le visage. Maldinet applique au regard ce que Lévinas dit du visage. Le visage nous enveloppe et nous surplombe. Il est expression et manifestation de ce dont je ne suis pas l'auteur. Ici, Maldinet épouse et récapitule tout ce que nous aimons chez Lévinas. Mais il ajoute une dimension proprement esthétique qui, loin de contredire le primat lévinassien du visage, le prolonge vers la concrétude sensible. Le visage d'autrui n'est pas déterminé à partir des limites, mais à partir du rayonnement du regard. À l'appui de son dire, Maldinet convoque ces impressionnants visages des têtes des Cyclades, si anciennes et si modernes par leur forme, visages au contour triangulaire où les yeux sont de fente. On voit, dit Maldinet, d'abord le regard parce qu'il est accueil de la lumière, en même temps que regard dirigé sur quelque chose. Le visage n'est pas l'écrin de ce regard, il en est l'aire de projection. Ce que manquent la plupart des portraits plus ou moins officiels des grands de ce monde depuis l'âge classique, pris dans des lieux de société où l'on s'amuse des ressemblances. Reprenant à Lévinas le terme et la notion d'épiphanie, Maldinet l'incarne dans l'expression de visage éclairant. Visage et regard sont indissociables. Nous ne regardons pas seulement avec les yeux, dit Maldinet, mais en tendant la face, en l'offrant pour une rencontre. De même, nous ne saisissons pas le regard d'autrui issu des seuls yeux, mais comme émanant de tout son visage. Ici, la notion de rencontre, centrale chez Maldinet, est associée à la surprise, à l'événement, et en même temps à l'avènement à soi de l'altérité d'autrui. L'autre apparaît en personne, dit Maldinet, ce qui est la définition même de l'épiphanie. Mais il apparaît dans l'espace de notre présence ouverte, et je souligne ce mot dans la mesure où c'est l'ouvert chez Maldinet
qui prend le relais du projet par lequel, depuis Heidegger, on pense l'être là. Être là dans l'ouvert, c'est bien plus que d'être en précession de soi dans le projet. C'est parce que nous ménageons l'ouvert que nous pouvons accueillir autrui. Mais il est un autre argument qui vient à l'appui de cet accueil du visage d'autrui, c'est l'expression banale que nous faisons de l'apparition de notre propre visage dans le miroir. Si l'on met provisoirement de côté le stade du miroir chez l'enfant de 6 mois, si important pour Lacan, si l'on met aussi de côté ce qu'on appelle les dysmorphophobies de l'adulte psychotique dans le miroir, jubilation d'un côté et terreur de l'autre, il y a une zone grise ordinaire qui suscite le malaise. Ce n'est pas non plus l'attitude qui consiste à faire abstraction à sa propre image dans le miroir, à la fois narcissisme et soit esthétique. Celui qui voit son image dans le miroir y aperçoit en face, à distance, s'y aperçoit en face, à distance, comme un objet. Tout y est actualisé. Mon visage m'apparaît comme une totalité close sur elle-même. Elle est cela et rien d'autre. Son insistance est insoutenable. Rappelons-nous les passages de Sartre sur cette question, l'expérience de l'antro, la facticité, etc. Mais si je surprends mon propre regard dans le miroir, je me regarde regardant, mais mon visage me déborde et m'enveloppe. Il résiste à ma tentative pour le circonscrire et l'identifier, contenir l'expression que je pourrais être tenté d'y saisir. Il me transcende. Et c'est là que l'autophanie que je suis pour moi-même rejoint sans s'y substituer l'épiphanie du visage d'autrui. Je termine tout de suite. On aurait tort de croire que l'esthétique serait inconciliable avec l'éthique. Même si une vision esthétique du monde est aussi périlleuse qu'une vision exclusivement politique du monde, et voyez par exemple les effets de subordination de l'une et de l'autre, de la politique et de l'esthétique, par exemple chez Walter Benjamin, ce qui a été dit de la rencontre de l'ouvert rejoint l'accueil et l'hospitalité à autrui. Il ne s'agit pas de simple rencontre de l'ouvert, il ne s'agit pas de simple convergence aux soucis communs ou encore d'identité de culture phénoménologique. Ce qui est commun à cette branche de la phénoménologie, c'est la déformalisation de la représentation, le refus de la thématisation, la méfiance à l'égard des images toutes faites. Alors j'ai commencé par rappeler que présence et représentation tiraient leur sens de leur rapport au présent. Je dirais que, je vais directement à la conclusion, être présent pour Lévinas, c'est toujours répondre « me voici ». Dans la rencontre, fût-elle celle d'une voix qui m'interpelle, il y a une épreuve éthique. Maldinet le disait de son côté, la rencontre ne se produit pas à l'interface de deux êtres sans visage. Proximité consciente et amicale de Lévinas et de Maldinet, mais proximité qui n'éclaire pas les mêmes phénomènes. La rencontre de l'ouvert n'est pas immédiatement éthique. La rencontre est une mise à l'épreuve. Deux visages en vis-à-vis s'éprouvent eux-mêmes en un double sens, mettre l'autre à l'épreuve en s'y mettant soi-même. Mais si Maldinet insiste sur le visage comme figure de proue de la personne, la position propre de Lévinas échappe à Maldinet. Nudité, vulnérabilité, signification immédiate de l'interdit du meurtre. Il ne suffit pas de se rencontrer dans l'ouvert, il faut dire en outre que l'on s'y rencontre à visage ouvert. Je vous remercie.